Le Maroc, il a tout ce qu'il faut. Prenez soin des talents marocains. On donne beaucoup plus d'importance aux talents étrangers. On va lui donner un meilleur TJM qu'un talent marocain. Un Marocain, aujourd'hui, j'ai vu en Arabie Saoudite, j'ai vu en France, aux Aux États-Unis, États-Unis. à Dubaï. Les Marocains sont partout. Le Maroc n'est pas hyper loin dans la liste des pays qui sont avancés dans l'intelligence artificielle. On n'a pas la médiation qu'on a aux États-Unis, par exemple. La data, c'est ça l'intelligence artificielle, c'est une dataset. La data, elle peut pas être intelligente. Si tu es un pilote intelligent, ce copilote, il va devenir intelligent avec toi. Trump, il a signé que l'intelligence artificielle doit être obligatoire dans l'éducation. Tous les métiers vont disparaître. Salam à tous et à toutes et bienvenue dans De Perspectives. Ici, on explore l'humain derrière le titre, les convictions derrière l'expertise et aujourd'hui l'intelligence derrière la machine. Mon invité du jour est une référence incontestée dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est un ancien de Google et Apple, chercheur, entrepreneur, mais surtout penseur du futur. Il ne vient pas seulement nous parler de technologie, mais ce que l'IA révèle sur nous les humains. Et c'est peut-être justement que mon invité, il incarne une intelligence tissée entre trois regards sur le monde et trois cultures. Et c'est peut-être justement aussi que cette richesse d'ancrage, que ce mélange de rigueur scientifique et de sensibilité humaine qui donne à sa vision sur l'IA une profondeur particulière. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Si Mohamed. Je suis vraiment ravi de pouvoir te recevoir. Et, et avant qu'on plonge dans les sujets qui vont faire réfléchir pas mal de gens, j'aimerais bien commencer par une question qui intrigue pas mal de gens également. C'est pourquoi avoir choisi de construire, d'investir et de croire en l'écosystème marocain. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pourquoi le Maroc? Euh, Parce que le Maroc m'a appelé et franchement, le Maroc, si c'est pas mon deuxième pays, c'est mon premier pays. C'est mon pays de cœur. Le Maroc, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il a les talents, il a la position géographique et il a un leader, il a un visionnaire que pour moi, il a tout fait pour le pays pour qu'il avance. Moi, le Maroc, il m'a accueilli à bras ouverts, il m'a adopté. Les Marocains surtout, j'ai trouvé la famille ici. Je viens de l'Europe où c'est un pays matérialiste, un pays où l'humain, il est oublié. On travaille boulot, dodo, métro, comme on dit. Ouais. Et j'ai trouvé le Maroc, c'est vraiment le pays où il faut que j'habite, où il faut que je vis. Par hasard, oui, parce que je suis venu au début pour construire Womanity Maroc avec Abdallah Dgig. C'était pour 4 mois et merci les Chinois parce que grâce à eux, on avait Corona et c'est grâce à eux que ça fait maintenant 5 ans que je suis au Maroc. Merci Mohamed pour tes mots pour le Maroc. Le Maroc t'accueille également. Et je passe directement à une question qui m'intéresse, c'est à propos de l'intelligence artificielle. Donc, normalement, on ne devient pas expert en intelligence artificielle par hasard. Donc, quelle a été votre première fascination pour ce domaine? Et est-ce qu'il est une révélation, une progression? Alors, l'intelligence artificielle existe depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis que l'informatique a existé, mais l'intelligence artificielle générative a vu le jour le 30 novembre 2022 quand OpenAI a mis ChatGPT pour le public. Et pour moi, il y a deux personnes qui m'ont un peu ils m'ont fait le déclic ou la révélation. Et c'est les frères d'ici. J'ai assisté à leur masterclass et c'était comme un rêve, comme un samedi où j'ai jamais vécu un samedi pareil. Euh,
نحن بنقول من علمني حرفا كنت له عبدا. Exact. Cette masterclass avec Mourad, avec Youssef, avec les deux frères d'ici, ça m'a fait réfléchir beaucoup, 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 beaucoup. Mon projet fin d'études, en étant ingénieur informatique après l'ingénieur nucléaire, c'était sur le merchandising dans Carrefour en tout cas. C'était pour savoir est-ce qu'on met le lait à côté du sucre pour faire rapidement un panier pour un livreur. C'était toujours sur la data. Chez Google, on travaillait beaucoup sur la data. Chez Apple aussi, c'était la data. Et j'étais toujours fasciné par la prédiction, par la prévision, par tout ça. Et quand j'ai assisté à cette masterclass, c'était pour moi la révélation. Comme quoi, je peux vraiment revenir dans la data. Même en tant que coach agile, tu étais toujours en train de prévoir la vélocité de l'équipe. Tu étais toujours en train de prévoir est-ce qu'on va atterrir le projet à temps, le produit, est-ce qu'il va sortir à temps et tout ça. On vit dans la prévision. Je crois que on a toujours besoin de cette intelligence humaine. Et quand tu es aidé par un set de data ou l'intelligence qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça m'a vraiment fait comme quoi il faut vraiment que j'aille là. Et si je reviens un peu sur ta carrière, sur ton parcours professionnel, tu as passé par Google et après Apple. Et quelles sont les choses que tu as apprises chez Google, par exemple, et chez Apple, que tu n'aurais jamais apprises ailleurs? Les skills, les compétences que tu as, parce que lorsqu'on entend Google, on entend une grande boîte, et c'est le souhait de tout le monde. Donc, quelles sont les skills que tu as apprises que tu n'aurais jamais apprises ailleurs? Écoute, chez Google, je me rappelle un truc vraiment, c'est une anecdote que j'oublierai jamais. Julien. Julien, une fois, il a fait tomber un serveur chez Google et c'était vraiment le serveur de France était down euh, pendant un quart d'heure. Google a perdu à l'époque, je crois, entre 10 et 15 millions d'euros Wow. parce que le serveur était down. Et moi, franchement, j'ai cru que Julien va être viré, mais j'étais dans la famille Google. Euh, on ne savait pas qu'est-ce qui va se passer pour Julien. On était invité à l'Opéra Garnier et on était tous là, son équipe. Et tout d'un coup, on n'avait plus de lumière. Il y avait le stage de Opéra Garnier qui s'allume. Et il y avait Julien qui rentre comme une star. Il devait répondre à 3 questions. Comment il a fait tomber ce serveur? Comment il a réparé le serveur? Et qu'est-ce qu'il a senti pendant cette période? C'était juste pour apprendre de ses failures. Et depuis lors, en fait, pour moi, c'est j'ai plus peur de prendre des risques et c'est ce que j'apprends à l'équipe, c'est ce que je prends à mes collègues, c'est ce que je prends à mes amis, c'est que n'ayez pas peur de prendre de risques, n'ayez pas peur de faire enfin, de prendre, parce que qui n'ose rien n'a rien. Et surtout la transparence, il faut pas que tu mets la faute sur l'autre. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Qui est là pour nous juger? Personne, à part Dieu. Dans tes mots, ça me révèle aussi le sens de leadership dans, au niveau de Google. Oui, exactement. Tu vois la page de Booking aujourd'hui? Oui, La page de Booking, tu dois chercher un hôtel. Tu as juste où tu vas, quand et pour combien de temps. Cette page, elle était faite par des tests. C'est-à-dire, chez Booking, personne ne peut empêcher les gens de faire de tests. Et c'était fait juste la veille de Noël. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui est rentré et qui a dit, moi, je veux faire un test. C'est une nouvelle page. Et pendant les périodes des fêtes, Booking, il est hyper, hyper, hyper demandé. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des tests pendant cette période. Mais il n'y a personne qui pouvait l'interdire. Et ils ont mis cette page en ligne. Et aujourd'hui, Booking, c'est ça la page de garde, en fait. C'est ça le homepage. Mais ça veut dire pas que le risque ne doit pas être. Il y a pas un management du risque. Ils n'ont pas mis cette page pour les 7 milliards de personnes qui vont à Booking. Ils ont de A/B testing, c'est-à-dire ils ont vraiment
pour quelques millions de personnes, ils peuvent voir cette page et le reste des gens, ils vont voir la page d'anciens. Et c'est ce qu'on a chez Google en fait. Tout vient par les tests. Même Gmail, il y a des gens qui disent c'est des Allemands, on a volé les idées des Allemands et tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment, on avait beaucoup des idées qui sortent des tests. Et c'est comme ça qu'on arrive. Il y a des tests qui vont fail, bien sûr, mais fail fast. D'accord. Donc, dans le même contexte, il y a des questions qui viennent volontairement. Dans ton parcours également, est-ce qu'il y avait ou y a-t-il des moments de doute, de remise en question, de, est-ce qu'il y a des moments Hmm. où tu as posé la question, est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie, ou est-ce qu'il peut arriver des choses qui vont bousculer ma carrière? Oui, oui. Euh, je me suis demandé cette question 2 fois. En fait, je me remets en question souvent, euh, mais deux grands moments dans ma vie qui étaient charnières. Le moment où j'ai quitté la France et j'ai quitté la nationalité française, on va dire. Et le deuxième moment où j'ai quitté le Maroc. Et ça, c'était la plus grosse connerie que j'ai pu faire dans ma vie pour aller en Arabie Saoudite et Dubaï, Abu Dhabi et le Moyen-Orient. Mais je me suis rattrapé rapidement. Euh, je suis revenu au bout de 7 mois pour rester dans mon pays. Parce que pour moi, vraiment, je crois que habiter au Maroc, c'est déjà un faveur pour moi et un honneur. Et il fallait pas que je parte. Mais dans ma vie professionnelle, c'était chez Apple. Chez Apple, j'étais un product owner ou responsable de produit pour mettre les professionnels de page jaune sur Apple Maps. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas fait pour un produit. Je ne suis pas fait pour le produit. Et c'est ce que Perspective aujourd'hui, ce podcast, c'est pour ça que j'aime bien ce podcast parce qu'il parle de l'humain. Je suis quelqu'un qui est fait pour l'humain, je suis quelqu'un qui est hyper émotionnel, je suis quelqu'un qui travaille avec le cœur. Enfin, la tête, je l'ai oublié, la raison, je ne l'ai pas vraiment beaucoup. Je travaille vraiment avec le cœur. Et là, je me suis remis en question. J'ai dit, en fait, le produit ne m'intéresse pas. Ni Apple, ni Google, ni Humanity, ni Infosys, ni Najm Holding. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment voir les gens de ces enseignes qui grandissent. C'est ça qui m'intéresse. Du- D'accord, c'est impressionnant. Et si je reviens un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le passage de partir du Maroc vers l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un pays arabe aussi et qui est en pleine transformation aussi. Pourquoi tu as quitté l'Arabie Saoudite pour revenir vers ton deuxième pays qui est le Maroc d'ailleurs? Pourquoi cette... صراحة l'Arabie Saoudite, peut-être, comme tu dis, il est en pleine expansion, il y a tout, mais j'ai senti là-bas que je suis enfermé dans un mall, enfermé dans un appartement, enfermé. J'étais pas libre comme ici. Je peux pas être dans un café dehors. Je peux pas être zanka. Moi, je suis quelqu'un que je pars avec un taxi, je parle avec lui, je sors dans la rue, je parle avec les gens et tout ça. J'ai pas cette, tu vois, ici, je peux partir prendre un msemmena, un mharcha, un truc. En fait, j'ai Ouais, pas ce sentiment et aussi cette culture qu'on a ici, franchement humaine, je le trouve nulle part pour le moment. Même le Liban, pour moi, c'est plus mon pays, même si c'est mon pays d'origine, mais نحن بنشتاق للبشر مش للحجر. الحجر pour nous, c'est rien. Mais c'est où ils sont ta famille, où ils sont tes amis, c'est là où il est ton pays. c'est très passionnant ce que tu dis, Mohamed. Merci pour tes mots déjà sur le Maroc, parce que Le Maroc, c'est pas. ça me أنا vibre quelqu'un qui مغربي. parle, quelqu'un qui... أنا يعني هون في الله Ouais. الوطن الملك. Mm. أنا مغربي أكتر. بتخيل يعني je suis plus marocain que beaucoup. Je sais pas s'il y a beaucoup de Marocains qui sont pas marocains, mais Anna, je suis hyper marocain. Vraiment. Il y a juste mon passeport qui est rouge, mais j'aimerais bien avoir le passeport marocain, vraiment. Pour reboucler un petit peu sur le même contexte, donc euh, tu as passé par Google,
comme on a dit, après Apple, Infosys. Quelles sont les questions que même les entreprises marocaines ne posent pas encore? Donc, tu as passé par des grands multinationales et tu as vécu ici au Maroc tu as travaillé déjà avec pas mal de boîtes marocaines. Quelles sont les questions qui ne posent pas encore par ces boîtes-là, ces boîtes marocaines? Alors, euh, si j'ai un conseil à dire aux boîtes marocains, c'est prenez soin des talents marocains. Et prenez soin aussi des gens qui peut-être n'ont pas de diplôme, mais ils ont les talents aussi. Euh, Moi, j'ai passé vraiment par la plupart des boîtes, des plus grandes boîtes marocaines aussi. Je trouvais que on donne beaucoup plus d'importance aux talents étrangers qui vient de l'étranger. On va lui donner un meilleur TJM qu'un talent marocain qui a beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup plus de talent, qui peut vraiment assurer un meilleur poste. Juste parce qu'il est marocain, juste parce qu'il est Ould Bled, c'est juste ça. Et ça, ça me range de l'intérieur. On peut vraiment. Moi, le hagra, je n'arrive pas à l'accepter, vraiment. Je suis quelqu'un qui. Je suis pas Robin Hood, hein, mais quand je vois que quelqu'un, il peut vraiment assurer, il a une expérience de malade, et il peut être chez Aramco, un C-level, un Ouais, Marocain. Aujourd'hui, j'ai vu en Arabie Saoudite, j'ai vu ouais, enfin, en France, aux aux États-Unis, États-Unis, à Dubaï. Les Marocains sont ils sont partout, des partout dans le monde. C-level, des cadres et tout ça. Et quand tu viens ici au Maroc, tu vas dans une boîte et tu proposes un Marocain et tu proposes je ne sais pas, un Français ou un Belge ou un truc comme ça. Et ils vont te dire, bah, celui-là, le TG, un mois, on accepte 10 000, 15 000, mais un Marocain, tu le proposes à 15 000 ou à 10 000, et tu dis, ah non, c'est trop cher. Et pourtant, il a beaucoup plus de bagages, il a plus de culture marocaine, il a plus de culture du pays. Et ça, voilà. Alors, je conseille vraiment qu'on fasse attention à ça. Ça, c'est de un. Et de deux, la délégation chez les managers marocains, elle est un peu au niveau 1. Au niveau 1, c'est-à-dire on va lui dire, on va dire fais ça, c'est très directif. Le leadership, ils ont juste une seule casquette, c'est vraiment directif. Et pourtant, on peut aller vers le consultatif, on peut aller vers le coach, on peut changer de casquette et ça beaucoup mieux. D'accord. Donc, Pas tous, bien sûr, hein. Je parle vraiment. Tu m'as dit oui, oui, oui. quel conseil ou Ouais, quelque juste chose qu'on peut avec prendre de les, chez les Google, hein. entreprises, Oui. les entreprises que tu as déjà vécues. Et ça se voit que tu es arrivé à une certaine maturité professionnelle. Donc, j'ai une question qui vient aussi volontairement, c'est question de votre cible, de ta cible, en termes d'évolution. C'est quoi la direction où vous avez EdgeCo? Ta projection par rapport à l'évolution. Euh, Moi, j'avais envie, quand j'ai créé Najm Holding, de faire une nouvelle forme de. Si tu euh, me permets déjà, Nejm Holding, qu'est-ce qu'il fait exactement pour hmm, euh, un si tu veux. aperçu sur la boîte, qu'est-ce qu'il fait Oui. exactement en ce moment? Alors, Najm Holding, c'est une boîte de transformation digitale qui est augmentée par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on fait de la transformation AI tout en restant cet agiliste qui est en moi, que je vais transférer aussi à toute l'équipe avec qui on travaille. On travaille avec plusieurs pays, notamment le Maroc, bien sûr. Ça, c'est notre première cible. Et, on fait de la transformation AI pour accélérer la transformation digitale. Najm Holding, ce n'est pas une boîte qui est ordinaire. C'est une boîte que on a essayé de faire un écosystème qui est un peu différent de ce qui existe. Euh, Notre vision, c'est changer le mode de consulting. On trouve que le mode de conseil, le mode de consulting, les boîtes existantes, ils datent depuis 1980, le Taylorisme, on va dire, et tout ça. Du coup, on a essayé vraiment d'être une communauté qui construise une boîte et on essaye vraiment de faire cet écosystème, cette nouvelle façon. On est tous. Alors, c'est comme une maison. Il y a un papa,
Et il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des grands enfants. Oui, Mais on est tous une vraie famille. Comment une vraie famille? Parce que j'avais cherché ça depuis tout le temps. La famille Google, la famille Apple, la famille Humanity, la famille Infosystem, mais j'avais jamais vraiment eu famille. Parce que on devait avoir tous des actions. Parce qu'une fois que tu pars de cette famille, tu fais plus part de cette famille. Et t'as pas d'héritage. Ce que j'avais créé, hein, c'était, j'ai ramené des fonds et on a donné des actions à chaque personne. Et à la fin de l'année, on regarde chaque personne combien il a ramené à cette maison. Et on va s'augmenter. On a tous le même salaire, hein, vraiment. On a tous le même salaire. bien Et sûr. on va voir comment on va s'augmenter. On va décider vraiment selon combien on a contribué à cette maison, la maison de Najm. Pourquoi la maison de Najm? Ils ont décidé que j'ai un, j'ai une. Le papa, c'était moi, on t'a dit, mais euh, il y a, j'ai de l'expérience ici. J'ai une réputation qui est pas mal chez les gens. Les gens, ils me font confiance. Et c'est pour ça on a décidé de la faire la maison Najm. D'accord. Donc, si je reviens aussi sur la question que j'ai posée à tout à l'heure par rapport à l'évolution, c'est quoi ta cible en fait? Alors, en fait, la cible pour moi, c'est que je contribue dans ce Maroc à le give back à chaque fois, je le dis. C'est-à-dire, j'aimerais rendre à ce Maroc ce qu'il m'a donné, vraiment. Et j'aimerais incarner cette culture de give back dans chaque personne que je rencontre. Euh, Nous, chez Najm Holding, chaque personne, elle a envie de redonner un peu ce que Dieu a donné et ce que le Maroc a donné. أنا لحم كتافي من خير المغرب. J'essaye vraiment de faire des actions de volontariat, j'essaye de faire des formations gratuites, j'essaye de faire des actions volontaires. euh, et j'essaye de ne pas rester juste à Casablanca, j'essaye d'aller à Fès, j'essaye d'aller à Tanger, j'essaye d'aller à Rabat. J'essaye vraiment d'aller un peu plus loin. Euh, et moi, si tu me dis, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton rêve, Ouais. c'est que mes collègues, ils feront la même chose et qu'on essaie de toucher le maximum possible Ces gens. de ces gens-là. Quand on développe de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on essaye, est-ce qu'on essaye simplement de créer des machines intelligentes ou bien on essaye de créer ou de comprendre plutôt notre manière de penser, de décider et d'apprendre? Il faut savoir que la machine n'est jamais intelligente. La machine n'est jamais intelligente parce que ça dépend comment tu la promptes ou que tu décides de l'utiliser. Euh, c'est comme n'importe, c'est comme ce papier que tu as là dans la main. Il peut être quelque chose de nocif, il peut être quelque chose de très bien, ça dépend vraiment. Ouais. Euh, Tu peux la rouler et, enfin, voilà, et prendre quelque chose avec, et tu peux vraiment, te suicider avec, et tu peux vraiment écrire là-dessus. Euh, la data, c'est ça l'intelligence artificielle, c'est une dataset qui s'update, mais le comment s'update, on sait pas. Et j'invite tout le monde à regarder What's Next. What's Next, c'est une série sur Netflix où on raconte vraiment, enfin, c'est Bill Gates qui dit on sait pas comment elle s'update. Du coup, tu as dit tout à l'heure que je suis expert en intelligence artificielle. Personne n'est expert en intelligence artificielle, enfin générative, je veux dire, ni agentique, ni rien, parce que ça fait juste 2 ans et demi. Du coup, personne n'est l'expert. Euh, on ne peut pas être expert en 2 ans et demi. Euh, du coup, la machine, elle est jamais, enfin, cette data, elle peut pas être intelligente. C'est nous, on fait, enfin, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire, si tu es un pilote intelligent, ce copilote, il va devenir intelligent avec toi. Mais si tu es un mauvais pilote, je crois que cette machine, elle va devenir mauvaise. Et je crois que c'est ça, les prochains bugs qui vont devenir, c'est peut-être tu vas venir je ne sais pas, dans une usine de robots. Avant, le bug, c'était quoi? C'était que le site internet bug, l'application bug, et voilà. Mais les prochains bugs informatiques vont être que l'ensemble des robots qui sont dans une usine, ils ont commencé à tuer tout le monde dans l'usine. Ça, c'est un bug informatique. Vraiment.
parce que l'intelligence humaine n'a pas su contourner ce bug-là. Mais des fois, ce miroir que tu viens de citer est déformant, non? Oui, 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 Ouais. oui, oui, exactement, tu as raison. Oui, Donc, lorsqu'on essaye par exemple, de demander à ChatGPT quelque chose, et automatiquement, on essaie de comprendre notre manière de penser, c'est ça? oui. Parfois même avec une personne, yani, si tu prends ChatGPT comme ton ami, parfois tu commences à demander à ton ami ce que tu souhaites entendre, non? Ouais. Et parfois il y a des gens qui l'utilisent, l'intelligence artificielle, pour exactement ça. Yani, je t'explique quelque chose. Je vois parfois des posts sur les réseaux sociaux. Comme quoi, oui, on a demandé à ChatGPT s'il y a une guerre là et là, il a dit non. Et on lui a demandé s'il y a une guerre là et là, il a dit oui. Du coup, ouais, ChatGPT n'est pas intelligent, on veut pas. Enfin, franchement, moi, j'ai décidé de partir de l'autre côté, de l'utiliser et d'utiliser cette intelligence artificielle, peu importe laquelle, mais d'utiliser l'intelligence artificielle pour m'augmenter et euh, pour vivre cette vie avec tout ce qui me vient, je l'utilise positivement. Il D'accord. y a une partie des gens qui sont eux-mêmes dans la négativité, dans les risques et tout ça. Alors je les laisse pour me montrer. Anna, je suis quelqu'un qui est hyper créatif, que j'ai trouvé cette invention, mais waouh, c'est vraiment, elle peut m'aider dans la créativité, elle peut m'aider dans la العلم أبواب كلما فتحت باب هي سبع أبواب Ouais. جلال الدين الرومي الإمام علي كل يعني elle te dit avant, je google les choses, j'attends pour apprendre quelque chose. Maintenant, je suis en train d'apprendre un livre par jour avec Notebook LM, je le mets, je l'écoute et tout ça. Franchement, je ne veux pas laisser cette invention et partir voir est-ce que ChatGPT a dit non, il n'y a pas de guerre. Franchement, j'ai pas le temps. Non? Ouais. Dans le même sens, est-ce qu'il y a des utilisations de l'IA au sens large qui te font peur, par exemple? Ou bien est-ce qu'il y a des frontières qu'il ne faut jamais dépasser ou franchir? Et en termes d'éthique, en fait. C'est... Franchement, moi, ça m'a fait toujours peur. Enfin, ça me faisait toujours peur le dark web, par exemple. Euh, Ça me fait toujours peur. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'aux États-Unis, on viole les enfants, on kidnappe les enfants avec l'intelligence artificielle. Les aveugles aujourd'hui, on est en train de hacker leur compte bancaire, on est en train de les arnaquer avec l'intelligence artificielle. On est en train de trouver une nouvelle forme d'arnaque. Pourquoi? Parce que moi, à Paris, j'étais volé 17 fois. Tu me dis pourquoi j'adore le Maroc? Parce que au Maroc, une fois, j'ai perdu mon portefeuille. Il y avait dedans 4000 dirhams. Il y a un serveur dans un café. Peut-être qu'il gagne un peu moins que 4000 dirhams. Il m'a rendu le portefeuille. Il a cherché mon nom sur LinkedIn. Non, pas sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. Oh, je te jure, hein, il m'a Wow. envoyé un message. Il m'a dit, Monsieur, vous avez votre portefeuille dans un café, blablabla. Bla, bla, bla. Et j'ai trouvé l'argent dedans. J'ai trouvé vraiment tout dedans. Euh, à Paris, j'étais volé 17 fois et chaque fois dans une façon différente. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les arnaques se multiplient. La façon de scam, elle est incroyablement bien faite. Et le deepfake, c'est hallucinant. Et le problème, c'est qu'on est hyper méchant. L'humain aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle tombe dans des mains méchantes et l'utilisation, elle est vraiment hyper, malheureusement. Mais on est 8 milliards, on a peut-être 1 milliard qui vont mal l'utiliser, mais les 7 milliards, on va bien l'utiliser, j'espère. Ouais. C'est impressionnant. On parle beaucoup de capacités impressionnantes de l'IA générative. Mais au-delà de l'innovation technologique, il y a une question qui émerge plus en plus, c'est celle de technologie, de cette technologie. Est-ce qu'il peut ou doit devenir un levier essentiel pour réduire les inégalités d'accès au numérique, ou de l'apprentissage, ou même à l'éducation?
Alors, je ne sais pas si tu as vu Trump, il a signé que l'intelligence artificielle doit être obligatoire dans l'éducation, il y a 2 jours. J'ai pas vu Oui, encore. il y a 2 jours, il a signé comme quoi l'intelligence artificielle doit être obligatoire dans l'éducation. Euh, Ça, c'est de un. Aujourd'hui, pour moi, quand ChatGPT a commencé à parler d'Arija, quand Claude a commencé à parler d'Arija, pour moi, هيدا كان أحلى اختراع بحياتي. Enfin, pour moi, ça reste aussi la meilleure invention. Pourquoi? Parce que Sidna et Madame Amal Fallah, aujourd'hui, ils veulent Morocco Digital 2030. Enfin, ce Morocco, enfin, ce Digital 2030, il ne peut pas, on ne peut pas avoir enfin, Morocco Digital 2030 euh, sans la voix, parce qu'on a des analphabets au Maroc et tu peux pas inclure digitalement. L'inclusion digitale ne peut pas l'être, ne peut pas devenir sans la voix. Et quand l'intelligence artificielle a parlé d'Arija, ça veut dire on va vraiment inclure digitalement les gens analphabets. Ça, c'est de un. Et avec une communauté maintenant, on est en train de travailler sur la Maziria pour justement inclure encore plus la partie amazir du Maroc. Ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Troisième chose, l'inégalité d'éducation ou la chance d'accès à l'éducation. Oui, l'intelligence artificielle va beaucoup aider parce que l'intelligence artificielle générative, elle va nous aider, nous, à construire peut-être des avatars qu'on peut mettre à disposition à des gens des avatars interactifs, des hologrammes peut-être, des chatbots, des choses comme ça, des voicebots, des callbots qui peuvent être là pour aider les gens qui sont loin de la ville et qui peuvent accéder à des professeurs de langue, de professeurs de matières, enfin des formateurs qui peuvent vraiment avoir accès 24/7. Mohamed, s'il te plaît, si tu peux, pour les gens qui nous suivent, c'est quoi chatbot, chat voice? Si tu Alors, peux expliquer un peu oui, pour donner un aperçu sur le... oui. Alors, si tu veux un chatbot, c'est quand tu chattes avec quelqu'un, c'est je chatte avec lui, on écrit. En fait, je chatte. Tu vois, tu te souviens de chat quand Ouais, à MSN, tu chattes avec quelqu'un, d'accord. tu écris un message, il le reçoit, il chatte avec toi, je chatte avec toi. Un voice bot, c'est quand j'envoie un voice à quelqu'un, il m'envoie un voice, et ça commence avec la voix. Un call bot, je l'appelle. C'est-à-dire quand j'appelle quelqu'un et il me répond. Et un avatar, c'est quelque chose où j'écris un script derrière et il le dit. Quand on voit une vidéo, enfin, un truc, enfin, une vidéo et elle lui parle. Avatar interactif, c'est quand je commence à parler avec lui. Cette figure ou cette figurine, on va dire. Il commence à vraiment à parler avec lui. C'est ça la Et différence. ils se font comment ces chatbots? Alors Est-ce qu'il y a un aujourd'hui, usage déjà mis en place ou bien... bien sûr. Aujourd'hui, il y a des chatbots qui sont par exemple sur WhatsApp. Il y a des chatbots qui sont, par exemple, on a fait les chatbots de Lazrak. On a fait les chatbots, enfin, on a fait plusieurs chatbots en tout cas. Et c'est hyper facile aujourd'hui à mettre en place des chatbots qui sont des médecins, enfin pas des médecins, mais enfin des aides enfin, pour les études, Ouais. des avatars aussi. Franchement, sur Najm Holding, tu peux voir beaucoup enfin, beaucoup d'exemples qui sont mis en place, en tout cas pour ça, et qui peuvent être pour les enfants, qui peuvent être pour aider les enfants aussi dans ces études. Et c'est des choses qui sont hyper faciles à mettre en place et très impactantes, très efficaces. Euh, Tu sais, on parle souvent de l'intelligence artificielle comme étant une avancée globale presque abstraite, mais derrière, il y a des forces, il y a des rapports de force. On voit toujours les mêmes pays qui déçoivent les modèles, qui détiennent les infrastructures et qui imposent les modèles. Mais j'aimerais bien qu'on change un peu l'angle et, et j'ai une question dans ce sens. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour le Maroc pour pour, pour qu'il aille cette ambition de créer sa propre modèle IA à grande échelle?
à la hauteur de ChatGPT ou Gemini ou autre, un modèle souverain, un modèle local, un modèle pertinent. Qu'est-ce qu'il nous faudrait maintenant? Pour déjà se lancer pour cette, Euh, Qu'est-ce qu'il nous faut pour créer un modèle? un modèle, oui. Est-ce qu'il nous faut déjà? Est-ce qu'il nous faut créer un modèle? Alors, juste pour information, on avait déjà commencé à créer des datasets comme Douda, par exemple. Douda, c'est le Darija Open Dataset. Euh, c'est tout ce qui est, c'est un dataset où il y a beaucoup des informations Darija. On a plusieurs initiatives et vraiment, je remercie Madame Amal Fallah pour son centre d'intelligence artificielle à l'UMC il y a Maran, par exemple, .com, c'est pour tout ce qui est urbanisme. Euh, il y a plusieurs initiatives qui se lancent, mais à mon avis, il y a, le Maroc n'est pas hyper loin dans la liste des pays qui sont avancés dans l'intelligence artificielle de l'utilisation, mais aussi dans la construction. C'est juste, on ne met pas le spot sur les gens qui construisent ce genre de modèle. Donc, J'ai par exemple Oumaima qui est chez nous, à Najm Holding. Euh, Il y a des LLM qui sont, par exemple, des LLM qui sont enfin, pour l'islam. Quand tu te sens vraiment pas mal, par exemple, enfin, tu te sens mal, quand tu sens, t'as une boule ici mais tu sais pas enfin, pourquoi, tu écris ton sentiment et tu as un hadith ou tu as un ayah Qur'aniya qui va te sortir, enfin, on va te sortir ça ouais, ouais. pour te soulager. Ça, c'est un truc qui était fait, voilà, par des Marocains. Mais c'est juste le spot. Enfin, on n'a pas la médiation qu'on a aux États-Unis, par exemple. Il y a beaucoup d'initiatives, mais ils sont par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et je crois que c'est le regroupement de cette force. Enfin, le regroupement fait la force, en tout cas. Ça va venir. Si on se met tous sur la Maziria maintenant, comme Falcon par exemple aux Émirats, NourOS, je crois qu'on va y arriver. Moi, je te dis, je suis hyper optimiste pour le Maroc et cette fois-ci, c'est pour nous. This time for Africa. Donc, il n'y a pas de souci côté compétences, côté fonds. Ah, Donc, on a la compétence. compétence. Donc, il Franchement, faut qu'on se lance. franchement, franchement, Euh, Anna, je croyais que les Libanais, c'était le peuple le plus intelligent au monde. Mais pour moi, les Marocains, franchement, tu sais, les Libanais, on est 4 millions à l'intérieur, 20 millions à l'extérieur. Et à Casablanca, on est 4 millions, tu vois. Moi, quand je suis arrivé au Maroc, حشمت لأنه رحت على طنجة وأكشور هذا هو لبنان. Pour moi, c'est ça. Euh, Vous avez, enfin, je sais pas, 5 6 pays dans un Ouais, seul une pays. mixité des pays. Je pars au Dakhla, Marzouga, Zagoura, hein, c'est un autre pays. Je pars à Marrakech, c'est un autre pays. هيدا enfin, l- ça c'est un. Ouais. Alors la culture change, les talents. Vous avez plus, enfin, la diversité dans la tête. Du coup, les talents vont avec. Les talents, il y en a énormément. Et franchement, moi, je ne peux pas. Enfin, شهادتي مجروحة. Écoute, bah, on parle un petit peu sur l'IA et l'emploi. Hum. Et on voit souvent, il y a des emplois qui disparaissent, il y en a d'autres qui naissent. Et est-ce que l'IA menace l'emploi, à ton avis? Est-ce qu'il y a des emplois qui vont émerger dans le futur proche et d'autres qui vont disparaître? Alors, euh, pour moi, techniquement parlant, tous les métiers vont disparaître. Wow. Euh, Donc on n'aura plus de job d'ici là. euh, tous les métiers vont disparaître parce que tous les métiers, on peut techniquement les faire avec l'intelligence artificielle. Yani, réfléchis un peu et dis-moi quel métier ne peut être remplaçable. Rien, vraiment rien. Mais euh, l'être humain ne va pas la laisser faire. Yani, quand ça touche à moi, je ne veux pas la laisser faire. Ok?
C'est normal que tout ce qui est flowable, c'est-à-dire tout ce qui est quelque chose que je peux vraiment le mettre à des tâches, tac, 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 ça, je vais l'automatiser, ça c'est sûr. Il y a des métiers automatisables, il y a des métiers qui sont générativables, on va dire, c'est des mots que j'invente, je crois, mais il y a les métiers qui sont dans la décision. Maintenant, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui créent des agents, mais à chaque étape, ils s'envoient un mail pour décider oui ou non, on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire, ils ont commencé même dans l'intelligence artificielle d'intervenir. Ils font même pas la confiance à l'intelligence artificielle. C'est là où il y a le travail de l'humain, où on fait même pas confiance à l'intelligence artificielle. Et pourtant, elle est plus intelligente que eux. Du coup, on va pas laisser l'intelligence artificielle nous remplacer, ça c'est sûr, parce que je crois pas que si demain elle va remplacer Trump, je crois pas que Trump il va la remplacer. Enfin, il va la laisser. Si elle va remplacer, voilà, enfin, on va pas la laisser le faire, ça c'est sûr. Du coup, les métiers, ils vont changer, ça c'est sûr, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le change management va prendre beaucoup de temps pour se faire. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir ou pas, mais à mon avis, ça se passe beaucoup plus rapide que ce qu'on croit. Oui. On entend souvent que l'IA ne va pas remplacer l'humain, mais qu'il l'utilise pas. C'est Celui qui ne est-ce- l'utilise pas va être remplacé, ouais. ça c'est sûr. Euh, oui, ça c'est sûr qu'il va. Mais est-ce il y aura une personne qui va pas l'utiliser? Je ne sais pas. C'est comme les téléphones aujourd'hui. Ouais. Euh, Tout le monde, il a un Tout le monde téléphone. l'utilise. Ouais. Le smartphone aujourd'hui, franchement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'utilise pas. Ça va devenir comme ça, à Ouais, mon avis. ouais. Ok, c'est passionnant. Écoute, on a abordé pas mal de sujets et j'aimerais bien reboucler sur la suite et sur l'avenir. Et j'ai une question. Comment tu vois, toi, le monde? Et on va pas trop se projeter dans le futur, mais à minima dans 5 ans, et à l'horizon de 2030, comment, Hmm, comment hmm, ça va être le monde avec l'IA, avec cette révolution technologique? hmm. Est-ce que je peux est-ce que je peux prendre les papiers? Ouais. Tous. Tous, ok. Alors, je vais faire maintenant Le- tu es le guest. Ça marche. Alors, imagine-toi dans 10 ans, non, 20 ans. Maintenant, ok. Yallah, ferme tes yeux. On a donné à l'intelligence artificielle un budget illimité et le temps qu'il faut. Où est-ce que tu es? Tu vas te réveiller. Qu'est-ce que tu vas faire dans la journée? Yallah, dis-moi. Donc, pour un peu Dans 20 ans. dans 20 ans. Dans 20 ans, on a donné Allez. tout ce qu'il faut comme budget à l'intelligence artificielle et c'est dans 20 ans. Imagine 2 ans, il y a 2 ans, 2 ans et demi, t'as tout, enfin, l'intelligence artificielle, elle fait des sites, elle fait des apps, elle fait des agents. Il y a des agents qui peuvent faire les appels, il y a des agents qui peuvent faire les contrats, il y a des agents qui ils peuvent faire, enfin, il y a des robots Tesla, il y a tout ça. Imagine dans 20 ans, on a donné le budget qu'il faut, on a donné le temps qu'il faut. Alors, tu vas te réveiller, toi, maintenant, Ouais. dans 20 ans. Réveille-toi le matin, qu'est-ce que tu vas faire? Yallah. En fait, c'est une question qui fait réfléchir quand même, Mhm, mais moi je crois, c'est ma propre vision, que l'IA dans pas longtemps, elle va s'arrêter en fait. Il va disparaître. Alors, Parce si elle qu'il va s'arrête arriver à pas, un certain moment. Donc, c'est la nature en fait. Chaque projet ou révolution, ça monte, c'est jusqu'à son seuil et puis ça chute. Donc, comme toute autre révolution technologique, comme l'humain, c'est ça ma vision en fait des choses. mhm, c'est, Je- à mon avis, c'est exactement ça. Mais
Si on la laisse pas, enfin, si on la laisse, on va dire, si ça ne s'arrête pas, je crois qu'on va se réveiller, on va trouver un robot qui va nous donner le petit déj, on va descendre, on va prendre un robot taxi, on va aller à la plage, on va avoir un robot qui va nous servir, on va trouver quelqu'un qui va nous faire le récolte de nos champs, on va trouver quelqu'un qui va nous faire nos repas, on va trouver tous les robots qui vont faire tout pour nous et tout le monde sera en égalité. Il n'y aura pas de guerre, peut-être ils vont faire la guerre entre eux, mais nous, on sera en paix. Et je crois que l'humain ne va pas la laisser. Si tu peux me rendre les... Euh, euh, Si tu as un conseil à donner pour la nouvelle génération, pour les étudiants, les nouvelles jeunes entrepreneurs, les professionnels, euh, euh, un conseil en général, euh, soit à propos de l'IA, soit à propos de la vie, euh, les gens qui veulent prendre ou bien créer leur propre voie euh, dans ce monde en pleine transformation, quel serait-il cet conseil? Hmm. Un truc que j'ai appris chez, chez un leader que vraiment que j'apprécie beaucoup, c'est don't follow. Don't follow. Et gardez l'enfant qui est dans votre tête, enfin que vous avez. Parce que parfois on le tue, cet enfant, parce qu'avec les limites qu'on met dans nos têtes, on tue la créativité qu'on a et on n'ose plus. On ose rien. Et franchement, moi, parce que tu me vois, peut-être j'ai 40 ans, mais à l'intérieur j'ai 6 ou 7 ans. Ouais. J'ose, je crée, j'ai gardé l'enfant, Mohamed Najm. Du coup, je leur dis, on n'est jamais grand, on n'est jamais grand. Et comme Picasso, il dit, quand j'étais petit, je dessinais comme Barde, et quand je suis devenu grand, je rêverais de dessiner comme j'étais petit. Du coup, je les invite vraiment à tester, à essayer, et rien n'est impossible. Euh, Utilisez l'intelligence artificielle, utilisez-la, et n'hésitez pas de faire des erreurs. On s'en fout, personne n'est là pour vous juger, personne. D'accord. Dans le même contexte, et en tant que salarié, par exemple, en tant que professionnel, euh, quelles sont les compétences que je dois acquérir ou développer? Euh, Qu'est-ce qu'il va compter dans le monde de demain? Qu'est-ce que je dois anticiper pour que lorsqu'arrive un jour, je ne me trouve pas dans une situation pas bonne, par exemple? Quelles sont les compétences que je dois anticiper dès maintenant? Tu as dit à tout à l'heure que les emplois, la plupart des emplois, ils vont disparaître. Donc, pour les jeunes professionnels, Tu sais, les le jeunes et what, le what, le what non, est hyper précieux aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? L'idée, elle est hyper chère. Construire Facebook aujourd'hui, je peux te le construire enfin, très rapidement aujourd'hui. Le how, c'est très facile. Mais le what, il est hyper difficile à trouver. Construire le design thinking, c'est-à-dire vraiment faire beaucoup, converger, enfin diverger des idées et converger vers une idée. C'est ça que je parle, Anna, de la créativité, parce que aujourd'hui, trouver des idées, c'est ça qui est difficile, c'est le what. Et avoir un esprit, avoir un esprit critique, c'est OK pour moi. Mais avoir surtout un esprit qui est créatif. Tu as des techniques comme le 7 chapeaux de Bono, le design thinking, les sprints, enfin le de Google par exemple. Vraiment, c'est des choses qui t'aident un peu à ouvrir la tête et à vraiment trouver des idées. Tu vois, une fois, j'ai pris des champignons à Amsterdam, les champignons hallucinantes. Et c'était quelque chose qui m'a changé la vie parce que je fonctionnais lentement. Moi, je suis hyperactif, je suis ADHD. Vraiment, je suis quelqu'un qui roule à 100 à l'heure. Et là, quand j'ai pris cette expérience, ça m'a. Je vous dis pas de les prendre, hein, mais je vous raconte une histoire. En fait, j'ai commencé à vraiment
à être doucement. Et j'ai vu la vie, c'est-à-dire chaque pierre à Amsterdam, je le voyais. Et j'invite vraiment les gens à, quand ils voient un truc, quand ils voient un film, qu'ils rentrent dedans, qu'ils voient vraiment derrière chaque idée, qu'est-ce qu'il y a, et qu'ils essayent vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut ramener, qu'est-ce qu'on peut faire. Et si tu développes cet esprit, si tu développes vraiment ça, demain, il n'y aura pas de problème. Et merci beaucoup. Avant de conclure, juste si tu peux commenter sur une phrase qui est dite par un senior manager dans Microsoft qui parlait de l'IA. Il a dit l'IA ne va pas remplacer les tâches de valeur ajoutée, mais il va automatiser les tâches de non-valeur ajoutée pour, pour, euh, pour que, en tant qu'humain, passer à la haute valeur ajoutée. Est-ce que tu es d'accord par rapport à ce qu'il a dit ou... Oui, pour le moment, oui. Pour le moment, ça c'est sûr, parce que l'IA, elle est en train de nous débarrasser de tout ce qui est automatisation. En fait, je vais te dire quelque chose vraiment pour faciliter l'IA pour tous les gens qui disent, voilà, waouh, l'IA et tout ça. Euh, Génération. Ok, c'est l'IA générative. Je génère des photos, je génère des vidéos, je génère des applications mobiles, je génère de websites, je génère des robots, je génère des Mhm. avatars, je génère de tout ça. Ça, c'est l'IA générative. Mhm. L'automatisation, j'automatise des workflows, j'automatise des tâches. Ok, tâche 1, tâche 2, tâche 3, je les automatise. Ok, prédiction, c'est je prédis des choses selon des datas que j'ai. Je prédis que ce client va partir. Selon des datas que j'ai, je prédis que ce client va frauder. Ça, c'est l'IA pour la prédiction et la détection. Selon quelque chose, je détecte que tu es en train de frauder. Je détecte, par exemple, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle peut sentir. Et avec l'ONDA, on va mettre des détecteurs dans les D'accord. aéroports pour le 2030, pour la Coupe du Monde, par exemple, et la Coupe d'Afrique, pour détecter s'il y a quelqu'un qui a de la drogue, il y a quelque chose dans les trucs. Ça s'appelle de l'intelligence artificielle détective. Alors, c'est quatre choses, c'est quatre utilisations. Alors, on peut automatiser, on peut générer, on peut euh, prédire et on peut détecter. Et j'ai vu encore que l'IA elle est capable de détecter nos émotions. Bien sûr, bien Et sûr. ça existe maintenant, Oui, en Corée du Sud, par exemple, on a aujourd'hui un IA qui prédit, qui prédit ou qui détecte, pardon, qui détecte les criminels. C'est-à-dire, si tu veux commettre une crime, on sait très bien comment tu vas réagir et tout ça. Alors, elle est à 80% d'accuracy, c'est-à-dire elle est à 80% de précision, hein. 20% peut-être, la personne, elle était comme ça, mais, mais 80% quand même, on est en train de détecter des criminels. Alors, ça va quand même. Euh, et ça, c'est en Corée du Sud, elle est déjà déployée. Ça, c'est de la détection des émotions. Aujourd'hui, dans les HR, on peut très bien faire des entretiens et détecter les émotions de personnes. Le corps, aujourd'hui, il parle plus enfin, on sait très bien que 70%, c'est le corps parle plus que les mots. Euh, du coup, oui, elle peut détecter les émotions. c'est impressionnant. Oui. Donc, Mohamed, je peux te laisser dire un dernier mot avant de conclure cette conversation et de... Je peux te laisser. Un dernier mot, c'est moi, l'IA, elle m'a augmenté. Moi, l'IA, elle m'a beaucoup aidé. Moi, l'IA, je suis devenu beaucoup plus créatif. Je suis devenu beaucoup... Enfin, en tout cas, j'ai créé mon holding grâce à l'IA. Merci Mohamed pour ta générosité, ta lucidité, pour cette conversation qui, je l'espère, marquera les esprits autant qu'il a enrichi la mienne déjà. Et à celles et à ceux qui nous écoutent, restez curieux, posez les bonnes questions et surtout cherchez votre propre perspective. Et si cette conversation vous a inspiré, merci de s'abonner à la chaîne et à bientôt.